Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Comme tous les ans, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire de cette belle manifestation. Et cette année, j'ai l'honneur de pouvoir conclure la série des interventions de mes collègues de l'UPPA. Et bon, je suis, comme vous le voyez, professeur de littérature comparée, ce qui au début était une vocation, c'est devenu une passion et au fil des années, c'est devenu plutôt une déformation professionnelle. Vous auriez donc quelque chose qui ressemblera à un cours de lettres et, d'après mon mari, il y aura beaucoup trop de textes, beaucoup trop de diapos. Je vous rassure, il y aura au début quelques images, vous les regarderez et pour le texte, vous le lisez ou vous ne le lisez pas. L'essentiel, j'essayerai de vous le dire. Et pour que ce soit un tout petit peu moins professoral, je vais quand même quitter le pupitre pour m'installer un peu plus confortablement. Je commencerai donc par évoquer la peste de 1348, dont on a beaucoup parlé ces 2 dernières années, et malheureusement pour cause. Peste donc qui s'est répandue en venant du sud, disons en venant d'Asie et ensuite en venant du sud de l'Europe sur presque tout le continent. Mais vous voyez sur cette carte qu'il y avait quelques zones blanches, donc des zones qui étaient relativement épargnées par cette épidémie. Et la zone la plus étonnante est peut-être celle au nord d'Italie, autour de Milan, qui était un centre, une des villes les plus prospères, où... Excusez-moi. Ah, et voyez, je prends le micro et toute la technique fonctionne. C'est miraculeux. Voilà, donc sur cette carte, vous voyez un petit peu la progression de l'épidémie et là, vous voyez donc des taches vertes qui correspondent aux taches blanches de l'autre carte et donc étonnamment autour de Milan qui était quand même au centre des chemins de commerce. Cette autre carte que vous avez pu voir plus longuement provient d'un film sur Arte par Patrick Boucheran. Et dans ce film, Patrick Boucheran, que vous trouvez d'ailleurs toujours sur YouTube si vous souhaitez en savoir plus, et Patrick Boucheran nous rappelle que 2/3 de la population européenne, du moins, fut décimée par cette épidémie, la moitié dans les villes, et qu'elle a donc fait entre 25 et 45 millions de morts. Pour vous donner une idée, pour Pau et l'agglomération, ça correspondrait à 75 000 morts en quelques mois. C'était les dimensions. Et je cite Patrick Boucheran, c'est un événement massif qu'on connaît très bien, mais qu'on déduit davantage qu'on ne le connaît. C'est-à-dire que ce qui documente la peste noire en Europe, c'est le silence des archives. De cette épidémie, nous n'avons qu'une connaissance par indice, ce qui semble être absolument invraisemblable
pour un événement de cette ampleur. Et un des indices qu'indique donc Patrick Boucheron, ce sont les dépenses pour les enterrements dans la petite ville de Givry en Bourgogne, 2000 habitants. Et vous voyez, c'est entre juin et novembre 1348 toujours. Et vous voyez que là, pendant 3 mois, tout explose et qu'après, ça se calme. Ça se calme étonnamment. Pourquoi est-ce que j'ai insisté sur la rareté des sources? Parce que une des sources, des très très rares sources que nous possédons, nous provient d'une œuvre littéraire. Le Décaméron de Giovanni Boccaccio, en français on dit plutôt Boccace, et dans l'introduction de cette œuvre littéraire, nous trouvons une description très très détaillée de la peste, mais avant de vous parler de cette description, je vous présente très rapidement notre homme, qui est donc né en 1313 pour mourir en 1375. Il était un fils illégitime, donc un bâtard, ce qui à l'époque était une tare grave, mais il a pu vivre dans la maison de son père et avec son père, même pendant toute son adolescence et son jeune âge adulte, à Naples, à la proximité de la cour du roi Robert d'Anjou. Et si j'insiste sur ce fait, c'est qu'à l'époque, c'était un des rois les plus cultivés de l'Europe et donc une des cours les plus importantes culturellement. Et c'est donc là qu'il découvre sa passion littéraire et sous le choc de la Grande Peste, il écrira son Décaméron dans les années qui suivent l'épidémie. Et un de ses bons amis, c'était Pétrarque, le grand poète qui a créé, si vous voulez, en quelque sorte la poésie, ou largement contribué à la création de la poésie d'amour européenne. Et sa bien-aimée Laure, elle aussi, elle mourut en 1348 de la peste. Boccace, donc, qui, dans son âge plus mûr, se mettra à écrire en latin, des textes d'orientation plutôt mythologiques, dont des biographies de femmes et d'hommes célèbres, et ça sera aussi le premier biographe de Dante, auteur de la Divine Comédie. Et avec Dante, Boccace et Pétrarque, là je fais ma prof de lettres, je ne peux pas faire autrement, vous m'excuserez, vous avez les 3 fondateurs de la langue et littérature italienne, parce que l'italien qu'on parle aujourd'hui est encore celui que eux, ils ont en quelque sorte fixé noir sur blanc pour la première fois. Donc on lit toujours Boccace aujourd'hui dans le texte. Je procéderai en 3 temps. Je commencerai donc par la description de la peste telle qu'on la trouve dans le Décaméron de Boccace, pour parler ensuite sur les moyens, donc un groupe de 10 jeunes gens que décrit Boccace se reconstruit en ce temps de peste, et aussi pour parler du rôle très particulier que Boccace donne aux femmes. Dans cette description très détaillée de la peste, vous avez vraiment une description des symptômes qui est tellement peu ragoûtante que je vous l'épargne. En revanche, la mortalité est très bien soulignée. Donc, vous voyez que presque tous ceux qui ont attrapé cette maladie décèdent en 3 jours, sans issue aucune. Et ce qui est intéressant, on dit toujours qu'à l'époque, on ne savait rien de médecine, mais les gens comprenaient, d'une part, personne ne savait ce que c'était que cette maladie, d'où elle venait, mais les gens comprenaient quand même très très bien ce qui se passait. Et je vais vous lire cette citation un peu longue parce que je la trouve tout de même très intéressante. Ce qui donna une si grande force à cette pestilence, ce fut qu'à partir des malades et au gré des contacts, elle s'attaquait aux bien portants
aussi vite que le feu se met aux choses sèches ou grasses qui se trouvent à proximité. Il eut bien pis, car si le fait de parler aux malades ou de les fréquenter transmettait le mal aux personnes saines, partant le risque de périr de la même mort, il suffisait de toucher aux vêtements ou à toute autre chose touchée ou employée par les malades pour voir ce mal étrange se communiquer à la toucheur. Et si vous avez lu ou regardé le hussard sur le toit de Giono, c'est exactement ce qui arrive quand le couple se retrouve dans une maison vide et la femme, vanité féminine oblige, se met une des belles robes qu'elle trouve dans l'armoire. Il devient évident que celle qui avait possédé cette robe était morte de la peste parce que c'est ainsi qu'elle attrape la maladie. Et on voyait très bien que les gens avaient compris la contagiosité et comment s'en protéger, parce que là, vous voyez, un médecin de peste, donc tout le corps est couvert. Pour ne pas, même, on le voit moins bien, le personnage porte des gants pour se protéger et ce masque, donc, assez impressionnant. Heureusement, on ne nous inflige pas un masque pareil. Évidemment, il y avait une absence totale des remèdes. Rien n'y faisait et on ne connaissait rien pour soulager donc ceux qui étaient atteints. Ce qui faisait que la peur se diffusait, une peur extrême. Tous ces faits, joints à la quantité d'autres semblables ou pires, engendrèrent les peurs et les divagations les plus diverses chez ceux qui demeuraient vivants. Presque tous les esprits tendaient à une même et fort cruelle fin, qui était d'éviter et de fuir les malades et leurs affaires, et ce faisant, chacun croyait pourvoir à son propre salut. Et cette situation grave, très grave, était pire encore pour les paysans et le petit peuple. Les petits gens donc, qui ne pouvaient pas aller à une maison de campagne, qui n'habitaient pas dans des grands palais aérés, ils mouraient presque tout. Et si on pensait qu'à la campagne c'était mieux, on se trompe parce que là, Boccace nous dit que les gens à la campagne mouraient non pas comme des hommes, mais ainsi que les bêtes meurent. Et il y avait effectivement des villages entiers dépeuplés où les animaux domestiques redevenaient plus ou moins sauvages. Et cette perte de solidarité, elle se trouve même dans les familles. Incroyable, dit Boccace, les pères et les mères répugnaient à rendre visite au service à leurs propres enfants, comme s'ils n'étaient pas d'eux. Et bien sûr, tout cela mène à une perte de la cohésion sociale. Dans un des exemples que donne Patrick Boucheron, ce qui se passe, c'est par exemple à Sienne, les magistrats au nombre de 9, après quelques mois, ne sont plus que 4. Donc il n'y a plus personne pour faire des lois ou pour les faire respecter. Ce qui mène bien sûr à une dissolution des mœurs et finalement bien sûr aussi à l'impossibilité d'offrir des sépultures dignes de ce nom. Dans un premier temps, on se contente donc de mettre les morts dans la première sépulture que les croque-morts trouvaient inoccupée, et vous vous en doutez bien qu'après très peu de temps, il fallait par la force des choses passer aux fosses communes. Et le plus important quand même dans cette citation, selon moi, c'est le début: porter en chaque église, chaque jour, à chaque heure, presque affluait la multitude des cadavres étalés. C'était donc l'hécatombe
une hécatombe dont nous dit Boccace en tient pour certain que plus de 100 000 créatures humaines en la seule enceinte de la cité de Florence furent alors privées de vie, et que sans doute, avant l'épidémie mortelle, on aurait osé estimer qu'elle en compta autant. Et c'est là que je reviens rapidement à cette tache verte ou blanche que vous avez vue autour de Milan. À Milan, on part de l'idée d'une mortalité de 10 ou 15%, ce qui est toujours énorme, énorme, mais à Florence, effectivement, on a de bonnes raisons pour croire que 80% de la population furent décimés par cette épidémie. Après ce cadre peu réjouissant, je passe donc à mon deuxième point, comment donc se reconstruire en temps de peste. Le Décaméron de Boccace commence donc par cette terrible description et à la fin, 10 jeunes gens, entre 18 et 28 ans, se retrouvent par hasard dans une église, l'église de Santa Maria Novella, pour qui connaît Florence, et ils ont tous des liens d'amitié, voire de parenté, ce qui est très important, bien sûr, pour garder, par respect aux bonnes mœurs. Et tous ces 10 jeunes gens avaient perdu tous les membres de leur famille, ce qui, avec la mortalité que je viens d'évoquer, n'a rien, malheureusement, de très surprenant. Et alors, ils se demandent quoi faire, justement, quoi faire pour échapper à cette situation terrible et pour se reconstruire. Et alors, la situation, elle est vite trouvée, relativement simple, c'est s'éloigner physiquement et mentalement, d'une part, du danger, mais aussi de ce désordre jugé comme insupportable par eux. S'éloigner physiquement, cela est relativement simple parce que, comme il est dit dans le texte, nous possédons bien sûr tous des maisons à la campagne. Évidemment, nous avons affaire à des jeunes gens, à des couches supérieures de la société. Ils quittent donc la ville et ils vont s'isoler à la campagne. Petite citation, donc le lieu où ils se réfugient est situé sur une montagnette de tous côtés à l'écart des routes. Donc, un vrai isolement. Mais en même temps, il ne suffit pas de s'isoler pour se reconstruire. Et encore, on ne s'isole pas. On est à 10, on est en très bonne compagnie dans tous les sens du terme. Il faut aussi chercher un cadre agréable. Le lieu est donc écrit de la façon suivante. Ces divers arbrisseaux, ces plantes toutes garnies de verts feuillages, y charmaient le regard. En haut de la colline s'élevait un palais entouré de jardins merveilleux, de puits aux eaux très fraîches et de caves voûtées pleines de vins de prix, ce qui, on le sait bien, ne gâche rien. Nous avons donc ce cadre très agréable, mais nous avons aussi un tabou presque implicite. On en parle un tout petit peu, donc justement un tabou de parler de ceux qui oppriment, de ceux qui les oppressent tous, la maladie, la peur, le chaos et surtout le deuil terrible. Et justement, pour se reconstruire, ils vont décider, c'est dans la joie qu'il nous faut vivre, c'est bien la seule raison qui nous ait fait fuir les tristesses de la ville. Et ils décident donc de se donner les fêtes, toutes les joies,
tous les plaisirs, pourtant sans transgresser jamais les bornes de la raison et, j'ajoute, des bonnes mœurs. Ce qu'ils font donc, c'est de se construire un monde qui est aux antipodes de ceux qu'ils viennent de quitter, cette ville qui est devenue l'horreur absolue, le chaos total. Et alors, pour fuir le chaos, que faut-il faire? Et je ne vous le dis pas parce que je suis allemande, il faut s'organiser. Et c'est effectivement ainsi qu'il commence. Il s'organise, mais il s'organise très clairement. On fixe d'abord, sont des gens raisonnables, les heures des repas. Ensuite, bien sûr, il faut aussi un peu se mettre d'accord, un groupe de 10, comment on va passer les journées. Ensuite, comment est-ce qu'on organise les semaines? Et là, nous voyons que nous sommes en plein Moyen-Âge, donc une époque très pieuse. Et évidemment, le vendredi et le samedi sont organisés de manière différente. Le vendredi, pour se rappeler du fait que ce soit le jour où notre Seigneur s'est sacrifié pour nous, je le dis entre guillemets, vous l'avez entendu, je l'espère, et le samedi, bien sûr, pour se préparer à la messe du dimanche matin. Et autre détail, moins important certes, mais quand même, c'est ce jour-là que les femmes se lavent les cheveux. Vous voyez donc, tout est bien organisé. Et évidemment, ces jeunes gens venant donc d'un contexte social que je viens d'évoquer, ne partent pas seuls. Ils partent bien sûr avec leurs serviteurs. Et là aussi, on organise bien les choses. C'est qui s'occupe de la cuisine, c'est qui va faire les chambres, etc., etc. Mais pour que tout soit vraiment bien organisé, à 10, ils commencent par décider pour chaque jour une personne qui gère la journée, qui décide ce qui se fait dans la journée. Donc, chaque soir est couronné, avec une jolie couronne de laurier, me semble-t-il, un roi et une reine. Ce qui, comme modèle sociétal, est très intéressant, parce que d'une part, c'est absolument démocratique. Ça change donc tous les jours. Bon, ça, pour tout un pays, ça pourrait être un petit peu trop rapide comme rythme. Donc, à chacun son tour, mais le jour où cette personne est au gouvernement, elle peut décider. Mais dans les faits, effectivement, elle décide toujours en bonne intelligence avec les 9 autres. Donc, une fois que tout est bien calé, ça peut vite devenir ennuyeux. Alors, il faut se donner quelques distractions, quelques occupations agréables. Alors, on se met à faire des guirlandes tous les soirs après dîner, on danse, ce qui est aussi très bien parce que, mine de rien, c'est une activité physique, et on chante ensemble. Mais ceci, bien sûr, pour meubler une journée à la longue, ne peut pas suffire. Il faut donc trouver une activité intéressante, mais une activité qui soit collective, qui soit partagée. Dans le jardin, par exemple, on voit tout préparé pour ce qu'on nommerait des jeux de société, mais justement, ce ne sont pas vraiment des jeux de société. Il y a un damier, il y a un échiquier, mais c'est pour deux. Alors, quelle solution trouve-t-il? C'est en comptant des nouvelles, ce qui peut divertir par le récit d'un seul, toute la société qui l'écoute, que nous passerons cette heure chaude de la journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que
tous les jours, chacun raconte une nouvelle. Ce qui après 10 jours nous fait déjà 100 nouvelles. Et en effet, le Décaméron de Boccace est surtout connu comme recueil de nouvelles. Et tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est le récit cadre dans lequel sont donc enchâssées les 100 nouvelles. De quoi est-il question dans ces nouvelles? Disons, chacune des nouvelles a ce qu'on appelle un petit chapeau, donc un petit résumé au début. Et disons, le Décaméron de Boccace, si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez surtout justement pour ces nouvelles grivoises. Il y en a. Il y en a, et donc là, je vous en ai choisi une qui est tout de même assez marrante. On peut très bien s'imaginer que s'il faut vraiment changer les idées, une histoire de ce genre s'y prête bien. C'est donc l'histoire de Petronella qui reçoit son mari chez elle, ce qui est déjà un peu imprudent. Et que se passe-t-il? Ciel, mon mari, qui arrive donc, mais Petronella apparemment a choisi un amant qui a quelques moyens parce qu'elle explique au mari que c'est quelqu'un qui est venu pour acheter leur cuvier. Très bien. Voilà. Le mari n'y voit pas de mal et l'amant demande donc au mari de se mettre dans le cuvier et de bien nettoyer. Et l'image que vous voyez, c'est une image en deux temps. Donc, la première, c'est donc Petronella avec l'amant et le mari qui arrivent. La deuxième, le mari dans le cuvier, raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Petronella qui se penche sur le cuvier pour dire à son mari « Gratte, gratte fort, gratte fort !» Et l'amant qui finit ce qu'il n'avait pas eu le temps de finir auparavant. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des histoires qui arrivent à bien égayer la société, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des histoires affreusement tristes et il y a des histoires très, très, très sérieuses, comme celle de Melchisédek. Saladin a besoin d'argent. Et c'est aussi très intéressant de trouver le personnage de Saladin. Donc ce sultan du XIIe siècle, donc un personnage absolument historique, et vous en trouvez d'autres. Par exemple, le peintre Giotto, il apparaît dans plusieurs nouvelles, pas forcément à son avantage. Donc ici, c'est Saladin, donc le sultan qui a reconquis en 1383, me semble-t-il, Jérusalem, et c'est lui qui va se battre contre Richard Cœur de Lion pour garder Jérusalem. Donc, c'était donc quelqu'un qui menait beaucoup de guerres, et pour mener la guerre, on a besoin d'argent. Il y avait un juif très riche à qui il voulait emprunter de l'argent, mais il se disait que le juif n'était peut-être pas disposé à lui en prêter. Pourquoi? Parce que, bon, si un sultan ne vous rembourse pas le crédit que vous lui avez fait, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour le solliciter à le faire. Il est donc plus prudent de ne pas prêter dans un cas pareil. Saladin se dit donc, alors, quoi faire? Et il tend un piège assez méchant. Il fait donc venir Melchisédek, le fait installer confortablement, pour ensuite lui poser la question suivante. Selon vous, cher ami, laquelle des trois religions monothéistes est la meilleure? Bon, le christianisme, ce n'était pas la question. Mais, vous le savez très bien, si Saladin répondait la religion juive, c'était offenser le sultan. S'il répondait
En revanche, la religion musulmane, et alors, cher ami, pourquoi vous ne vous convertissez pas? Il était donc vraiment pris au piège. Que fait-il? Il raconte une parabole. Il raconte la parabole des 3 anneaux, qui est l'histoire d'un père qui avait un anneau qu'il avait hérité. C'était un anneau qui passait de père en fils, en fils, en fils, et qui était toujours donné au fils préféré. Et avec cet anneau, le fils avait tout l'héritage. Sauf que ce père, il avait 3 fils, qu'il aimait l'un tout autant que l'autre. Il ne savait pas quoi faire. Alors il fit refaire 2 autres anneaux, identiques, aussi identiques que personne ne sut les distinguer. Et le lendemain de sa mort, les 3 fils se croyaient être en possession de l'anneau véritable. Avec cette petite parabole, Melchizedek réussit à sauver sa tête. Saladin, tout honteux, s'ouvre à lui pour lui dire pourquoi il l'a fait venir, et Melchizedek, bien sûr, lui prête tout l'argent dont il a besoin, et puisque c'est une histoire qui finit bien, il sera bien sûr remboursé, et au-delà de cela, ils devinrent amis. On ne peut pas dire dans ce cas-là qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, là, j'ai choisi 2 histoires qui ne semblent rien avoir l'une avec l'autre. Donc une très sérieuse, traitant de religion, étant presque philosophique, l'autre étant drôle et bien grivoise. Mais ces 2 histoires, comme pratiquement toutes les nouvelles du Décaméron, ont un point en commun, un point essentiel. Pétronelle, aussi bien que Melchizedek, sont dans un danger extrême. Une femme à l'époque surprise en flagrant délit avec son mari, non, bien sûr que non, avec son amant par son mari, risquait la vie, comme Melchizedek. Donc pratiquement tous les personnages de Boccace se trouvent à un moment donné en danger. Un danger dans lequel ils se retrouvent sans que ce soit leur faute, comme Melchizedek, un danger qu'ils cherchent, comme Petronella, ou aussi un danger qu'ils cherchent, mais disons dans une certaine nécessité pour obtenir quelque chose dont ils ont besoin ou qui leur semble être très important. Et à chaque fois, les personnages savent réagir face au danger. Ils gardent leur sang-froid, ils gardent leur tête, ils osent réagir. Petronella, tout aussi bien que Melchizedek. Donc c'est cette réaction face au danger qui est vraiment le trait commun de pratiquement tous les personnages principaux des 100 nouvelles. Et c'est ainsi aussi que ces jeunes arrivent à se reconstruire parce qu'ils vivent un moment terrible, un moment dangereux, et chacune de ces nouvelles, sans être aucunement pédagogique, enseigne le courage face au danger et donc de garder vraiment la tête froide pour savoir réagir aux incidents de parcours. Le 3e point est sans doute le point qui a pu vous sembler un peu obscur. Se reconstruire en temps de patriarcat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Boccace, avant encore l'introduction dont j'ai parlé, commence donc par une petite préface dans laquelle il dédie explicitement son œuvre aux femmes. Et qui songerait à nier
si mince qu'en soit le secours, qu'il convient de le destiner aux charmantes dames. Donc son livre est justement, les histoires sont aussi qui ont servi de secours aux 10 jeunes gens, maintenant sont destinées donc au secours des femmes amoureuses, mais enfermées chez elles. Donc ces femmes, bien sûr, qui ressentent très très fort l'amour, mais brimées de surcroît par les volontés, les caprices, les ordres enfin, d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'un mari, elles demeurent la plupart du temps recluses. Donc ici, vous avez une très très claire critique de la société, donc d'une société patriarcale dans laquelle les femmes n'ont rien à dire. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est c'est que les femmes, elles, ont complètement intériorisé cette image que la société a forgée d'elles. Quand une des 7 dames propose aux autres donc de quitter la ville, de partir à la campagne, elles se disent non, 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 on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Qu'il vous souvienne que nous sommes toutes femmes et qu'il n'est aucune assez enfant parmi nous pour ne pas mesurer pleinement si les femmes entre elles sont bien raisonnables et si elles sont capables de se gouverner sans qu'un homme les y aide. Nous sommes changeantes, hargneuses, soupçonneuses, pusillanimes et peureuses. On voit très bien que ces femmes ne sont pas du tout peureuses. C'est elles qui ont l'initiative, c'est elles qui ont l'idée. Fort heureusement, donc, leurs 3 cousins, ou qu'en sais-je, apparaissent dans la même église, et ce sont les femmes qui prennent l'initiative, les femmes qui sont en grande majorité, et ça, la première reine qui dicte toutes les règles dont je vous ai parlé, c'est encore une femme. Mais il y a donc ce manque d'estime en elles-mêmes qui les aurait freinées d'entreprendre cette virée à la campagne, si j'ose dire, sans être accompagnées par des hommes. Boccace dit donc dans sa préface qu'il veut consoler les femmes. Et pour les consoler, bien sûr, d'une part, c'est pour les divertir. Donc elles sont enfermées, disons surtout les femmes qui ont un chagrin d'amour. Elles n'ont aucune liberté, elles n'ont aucun moyen de se divertir, elles sont enfermées, qu'elles puissent du moins lire des histoires pour se divertir. Mais Boccace livre donc un nombre assez conséquent d'images de femmes, déjà parmi les 7 de la bande, mais ensuite aussi donc parmi les personnages. Là, vous avez donc, encore une fois, Petronella. L'image est tirée du film de Pasolini, le Decameron, dans lequel il reprend 10 des nouvelles. Mais vous avez aussi des histoires extrêmement tristes, comme celle d'Élisabeth, qui tombe amoureuse d'un jeune homme, qui fait avec lui ce qu'elle ne devrait pas faire, certes. Quand ses 3 frères s'en rendent compte, ils tuent tout simplement le jeune homme et l'enterrent comme un chien quelque part. Il apparaît à Lisbeth dans son rêve, et elle a le courage d'y aller avec une servante, de couper la tête, de ramener la tête, qu'elle plante dans un beau vase sur lequel elle pleure, là sur l'image, de planter ensuite, pour justifier la présence de ce pot, un magnifique basilic, et pour pleurer ainsi son bien-aimé. Et cette critique de la société
que Boccace exprime dans cette nouvelle très triste, elle est soulignée par Boccace, parce qu'on voit un des trois frères en train de s'amuser, vous vous imaginez comment, avec une servante la nuit, qu'il entend un bruit, il se lève et il voit qu'en fait, sa sœur fait comme lui, sauf que sa sœur le fait avec quelqu'un qu'elle aime très sincèrement. Et les trois frères se sentent autorisés de le tuer. Ensuite, vous avez deux autres nouvelles par lesquelles je vais terminer. Donc une, je vais juste l'évoquer. Ça, c'est une autre histoire extrêmement triste. La fille du prince de Salerne est mariée, perd très vite son mari, c'est donc une veuve très très jeune qui retourne chez son père, qui ne s'occupe pas du tout de la remarier. Maintenant qu'elle connaît quand même la vie, elle aurait bien à avoir de nouveau un mari, elle choisit donc très soigneusement un amant qu'elle aime beaucoup. Elle fait tout pour le voir en toute discrétion, mais bon, au bout d'un moment, évidemment, ça se sait, et le père lui dit qu'il va tuer l'amant. Et là, elle dit à son père, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis une femme, tu m'as mariée, tu m'as fait connaître les plaisirs de la chair, tu n'as pas pris soin de me remarier. Moi, en tout honneur, sans que personne le sache, j'ai vu quelqu'un qui a la plus grande noblesse d'âme, quelqu'un que j'aime profondément. Tu fais ce que tu fais, mais tu as tort. Et quand le père lui fait apporter le cœur du bien-aimé, elle ajoute du poison dans le vase où se trouve le cœur, le boit et meurt. Là, c'est une variante très héroïque et nous sommes à la cour du prince de Salerne. Ensuite, et je terminerai avec cela, une bourgeoise de, oh là là, c'était quelle ville? Je ne le sais plus. Donc, une ville italienne, une femme prise en flagrant délit et amenée par son mari devant le juge, où justement elle risque la peine de mort. Et alors, que dit-elle au juge? La dame, nullement effrayée, donc on sait réagir au péril dans une situation de danger de mort, répondit d'une voix pleine de charme. « Messire, il est vrai que Renaud est mon mari et qu'il m'a trouvé la nuit passée entre les bras de Lazarin, où plusieurs fois déjà je fus, au nom du bon et parfait amour que je lui porte, et je ne le nierai pour rien au monde. Mais, comme vous le savez, j'en suis sûre, les lois doivent être communes à tous, et faites avec l'assentiment de ceux qu'elles concernent. Ce n'est pas le cas de celle-ci, car elle ne contraint que les femmes, pauvres malheureuses, qui sont pourtant bien plus capables que les hommes de satisfaire à plus d'une personne. En outre, loin qu'aucune femme, quand on fit la loi, lui donna son assentiment, pas une seule ne fut même appelée à le faire. C'est pourquoi l'on peut dire, à bon droit, de cette loi qu'elle est mauvaise. Si vous voulez, au préjudice de mon corps et de mon âme en être l'exécuteur, c'est à vous d'en juger. Mais avant que vous ne procédiez à un jugement quelconque, je vous prie de me faire une petite grâce. C'est de demander vous-même à mon mari si chaque fois et aussi souvent qu'il lui a plu, et sans que je n'ai jamais dit non, je lui ai fait donc des dernières faveurs
ou pas. Et pour conclure, évidemment, j'ai choisi une histoire qui finit bien. Elle est bien sûr graciée, ou disons pas condamnée, ramenée en triomphe chez elle, et conclusion de l'histoire, aussi, avant de se disperser, ils amendèrent, donc les juges, encouragés par le podestat, la loi cruelle et délibère de ne l'appliquer désormais qu'aux femmes qui manquaient à leur mari pour de l'argent. Renaud, donc le mari, du coup, confus de sa folle démarche, sortit penaud du jugement. Et la dame, libre et joyeuse, comme ressuscitée d'entre les flammes, au logis s'en revient glorieuse. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez bien sûr, et il nous reste un petit quart d'heure pour des questions. Il y a ces jeunes gens qui étaient à la disposition pour répondre aux questions pratiques et ils vous donneront, si vous le souhaitez, le micro si vous avez des questions à me poser. Merci Madame pour cet exposé brillant et très intéressant. J'aimerais savoir comment a été reçue l'œuvre Le Décaméron à l'époque où il a été diffusé. Est-ce qu'il a changé quelque chose dans les mentalités, au moins dans une certaine sphère de la société, à votre connaissance? Évidemment, la diffusion des œuvres au milieu du XIVe siècle était toute relative. Elle était toute relative parce qu'évidemment, c'était des manuscrits sur parchemin. Et vous vous imaginez pour une œuvre d'un volume très important, donc c'était quelque chose d'extrêmement rare qui ne pouvait être acquise que par les personnes les plus riches. Et j'ai bien peur que non, que ça n'a changé rien dans les mentalités. Et ce que je me suis bien gardée de dire, c'est que la dernière des 100 nouvelles, elle est très surprenante parce qu'elle n'a rien à faire avec le reste. D'ailleurs, on a cherché beaucoup d'interprétations sans jamais trop le comprendre. C'est l'histoire d'un prince qui ne souhaite pas se marier. Évidemment, pour qu'il ait un héritier, la population le contraint presque à se marier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse la fille d'un paysan pauvre qu'il doit vraiment s'habiller nue devant lui, qu'il amène chez lui. Donc, nue, elle n'a rien, elle n'a pas de dot, elle n'a pas de famille, elle n'a rien du tout. Il vit le parfait bonheur avec elle, ils ont 2 enfants, et alors là, le prince décide de mettre sa femme à l'épreuve. Il lui enlève ses 2 enfants et dit qu'il les a tués. Et elle, toujours, tout le temps gentille, tout le temps profil bas, tout le temps comme il le souhaite. Et là encore, ça ne lui suffit pas. Quand la fille a l'âge nubile, il renvoie sa femme. Il la renvoie et tout ce qu'elle demande, une chemise pour ne pas devoir sortir nue du palais. Pour augmenter la cruauté, il a fait revenir pour son nouveau mariage, qui aurait été le mariage avec sa propre fille. Donc c'est encore une fois pour la mettre à l'épreuve. Et là encore, elle est parfaite, docile. On se demande comment c'est possible. La seule chose qu'elle ose dire à son mari, écoutez, votre nouvelle femme, c'est une princesse, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus délicat que moi je ne l'ai été. Soyez
ne la mettez pas à de si rudes épreuves. C'est tout ce qu'elle ose dire. Et donc là, le mari, il craque, il lui explique tout. Ce sont donc ses 2 enfants. Il la reprend avec toutes les honneurs. Et c'est justement cette nouvelle, j'oserais presque dire malheureusement, qui, dans une traduction latine de Pétrarque, était peut-être celle qui était le plus diffusée. Donc, pour répondre indirectement à votre question par la négative. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une idée de comment Boccace lui-même a vécu et survécu à la peste en Italie? On n'en sait strictement rien. On ne sait absolument rien. Disons, lui, il n'était pas vraiment, il n'est pas né à Florence, mais dans une petite ville un peu à côté de Florence. Donc, ce qu'on peut s'imaginer qu'il a vécu de manière un peu retirée à la campagne. Mais on n'en sait malheureusement rien du tout. Et dans la même veine, est-ce qu'on a une idée alors de l'anomalie milanaise? Anomalie relative, vous avez dit, mais quelles sont les raisons pour lesquelles la peste n'est pas entrée? Rien du tout. Disons, vous l'avez vu que là aussi le Béarn était une terre bénie. Je ne l'ai pas souligné, mais vous l'avez tous vu. Donc là, à la rigueur, on peut un tout petit peu mieux peut-être le comprendre, mais Milan, vraiment une très grande ville au croisement des chemins, des routes de commerce, on ne le sait pas. Et je peux vous dire que j'aimerais bien le savoir. Combien de temps a duré cette peste? Donc la question est combien de temps a duré cette peste? Donc je vais voir. Est-ce qu'on peut revenir au diapo? Non. En principe, elle a commencé fin 47 et elle a duré jusqu'en 51 à peu près. Mais comme vous l'avez vu pour la petite ville de Givry, généralement, ça allait relativement vite. Donc les personnes qui devaient mourir de la peste en 3-4 mois étaient morts. Sauf que pour arriver en Scandinavie, ça a pris du temps. Ah, merci beaucoup. Donc là, vous voyez vraiment les vagues de diffusion avec les années. Donc ça commence en 47 et donc l'orange foncé, c'est 48 et l'orange moins foncé début 49. Donc c'est là vraiment que les choses se sont passées. Et on peut très bien suivre les chemins de la peste, si j'ose dire. Par exemple, en Scandinavie, elle est arrivée aussi bien par la mer que par la terre. Donc c'était le commerce. C'était le commerce. Si on sait d'où elle venait d'Asie et elle venait par la route de soie et ensuite par la mer Noire. Il y a des... Comment ça se fait qu'il y ait eu des sources, enfin de très très rares sources? Est-ce que c'était parce qu'on ne voulait pas l'admettre ou on ne voulait pas le voir qu'il y ait une telle maladie dans le continent? Disons, si Patrick Boucheron du Collège de France peut le constater sans l'expliquer, moi je ne pourrais pas non plus malheureusement vous donner cette explication. Et effectivement, ce que lui il décrit comme le silence des archives, c'est qu'il y avait souvent des trous dans les chroniques. Est-ce que c'était trop terrible pour le dire? Est-ce que c'est que le chroniqueur est mort? Ce qui est fort probable, et vous voyez, à l'époque, un chroniqueur, disons déjà quelqu'un qui savait lire et écrire, on ne le remplaçait pas toujours si facilement que cela. C'est vraiment une des choses absolument incroyables, et surtout, on peut avoir l'impression qu'après, la vie a repris comme si rien n'avait eu lieu.
parce qu'en plus, si vous voyez, la deuxième moitié du XIVe siècle, on peut dire que c'est le début de la Renaissance italienne. Donc peut-être une des époques culturellement les plus florissantes. Et l'Italie, donc vraiment un des pays les plus touchés par l'épidémie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut vraiment pas du tout s'expliquer. Et donc, peut-être fallait-il aussi un écrivain d'énorme talent, comme Boccace, pour trouver les mots, pour décrire ce qu'il se passait. Et ce que je n'ai pas dit, que finalement, ces nouvelles de Boccace sont en quelque sorte le début de toute la prose en langue européenne, disons, la façon vraiment de raconter des histoires, c'est en quelque sorte, ça a été inventé par Boccace. Est-ce que cette peste ressemblait à la peste qui a frappé Venise 2 siècles après? Parce que l'image que vous avez montrée, c'est le Oui, attendez s'il vous plaît, on vous donne le micro. Oui, est-ce que la peste qui a frappé Venise 2 siècles plus tard a quelque chose à voir avec la peste du XIVe siècle? Parce que l'image que vous avez montrée au début, c'est le médecin de la peste de Venise. Oui, mais disons, il y a une très très grande différence. Il y a eu des pestes dans l'Antiquité, mais ensuite la peste a disparu sans qu'on sache pourquoi, pendant 800 ans. Donc, au moment de la peste de 1348, personne ne savait ce que c'était. Mais ensuite, donc, il y a eu, à la suite de cette peste, il y a eu très, très, très régulièrement des pestes, pas seulement à Venise, un peu partout, mais il n'y a plus eu une épidémie vraiment entre guillemets, mondiale, évidemment, en 1348, le Nouveau Monde n'existait pas encore. Les pestes suivantes, déjà, on savait à peu près ce qui se passait, et disons, on connaissait la maladie, connaître dans le sens qu'on savait qu'une chose pareille existait, et quand même, à un moment donné, on avait compris qu'il fallait une quarantaine. Et qu'il fallait confiner. Est-ce que vous savez que dans les années 40 en Algérie, il y avait encore des foyers de peste? Je m'en doute fort parce que le roman de Camus a été beaucoup cité ces 2 dernières années. Il était basé sur des réalités. Oui, oui. Vous pouvez passer le micro? Je vois que sur la carte, il y a quelques villes dites insurrectionnelles. Est-ce que c'était lié à la peste ou au traitement qu'on imposait aux gens pour lutter contre la peste, ou est-ce que c'était simplement pour d'autres raisons politiques ou autres? Je pense que c'était effectivement aussi des villes dans lesquelles il y a eu de vraies émeutes, et des villes, bien sûr, dans lesquelles il y avait aussi beaucoup de pillages. Disons, ce que Boccace décrit avec beaucoup de pudeur, oserais-je dire, chacun faisait comme bien lui semblait. Il y avait aussi énormément. Donc, si la société est complètement déréglée, s'il n'y a plus personne pour garantir l'ordre, évidemment, il se passe des choses en dehors de la loi, et parfois avec de très très grandes violences, surtout dans des situations où tout le monde a un peu l'impression qu'il n'a plus rien à perdre. Est-ce que le silence de l'Église à ce moment-là... Attendez-le, s'il vous plaît. Est-ce que le silence de l'Église à ce moment-là, puisque vous dites qu'il n'y a eu aucune relation écrite,
ne vient-il pas du fait qu'elle avait perdu de son influence, puisqu'elle n'avait pas d'effet sur la lutte contre la peste? Non, disons, l'Église, bon, évidemment, au XIIIe siècle, le pape était en Avignon, mais ça ne voulait pas dire que le pape n'avait plus d'influence. Et bien sûr, l'Église avait beaucoup d'influence. Là aussi, dans une petite citation, vous avez vu que tous les morts étaient bien sûr apportés à l'Église. Et surtout, bien sûr, la peste était vue comme un fléau de Dieu. Là aussi, je n'en ai pas parlé. Boccace l'évoque, et là encore une fois, on voit son énorme modernité. Évidemment, il ne peut pas dire non, non, ce n'est pas un fléau de Dieu, arrêtez de nous raconter des histoires. Mais il dit, bon, il y a certains qui pensent que c'est un fléau de Dieu. Voilà. Donc après, on peut en déduire ce qu'il pensait probablement. Donc l'influence de l'Église était là, mais les prêtres, bien sûr, étaient sujets à l'hécatombe comme les autres. Voilà, je pense qu'il y avait une dernière question, non? Alors, s'il n'y a pas... Donc, je vois qu'il nous reste 28, 27 secondes, donc juste le temps de vous remercier beaucoup, beaucoup de votre présence, des questions et de vous souhaiter encore une bonne fin de journée.